Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Sandrine. Bonjour. Tu es psychomotricienne et tu accompagnes des personnes autistes dans ton cadre professionnel. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ? Alors au niveau de l'autisme, on parle en fait plutôt du trouble du spectre de l'autisme puisque le spectre est très large. Donc on parle d'autisme, mais en fonction d'une personne ou d'une autre, les profils vont être différents. Exact. Certaines personnes parlent, d'autres ne parlent pas du tout. Certaines personnes vont avoir des compétences intellectuelles très importantes et d'autres des compétences peut-être un peu plus de l'ordre de la déficience avec des soucis de compréhension au niveau cognitif. D'accord, donc c'est très très large. Toi, dans ton cadre professionnel, comment tu accompagnes ces personnes ? Alors moi, je les accompagne en suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui préconise la mise en place d'apprentissage structuré pour les enfants autistes. C'est très important afin qu'ils puissent avoir une prévisibilité de ce qui va se passer pour eux. Donc on utilise des séquentiels, des emplois du temps, voire des méthodes comportementalistes si nécessaire pour motiver l'enfant à changer son comportement et à rentrer dans les apprentissages. D'accord, donc c'est créer quelque chose de sécure et de contenant pour que justement la personne ne soit pas hors d'elle, on va dire, et puisse être concentrée sur des choses ludiques qui pourraient l'intéresser. Alors de toute façon, le ludique c'est vraiment la base du travail pour que vraiment la personne en fait soit dans un contexte plaisant d'apprentissage. Et après, en fonction de la personne, on va vraiment aller proposer des choses en fonction de ses centres d'intérêt. Ça c'est très important puisque si la personne n'a pas de motivation, elle n'aura pas d'intérêt à rentrer dans l'apprentissage et la tâche. Oui, que ce soit des personnes autistes ou non, c'est vrai que le cabinet des personnes, pas des psychomotes, c'est magique. Il y a des ballons, il y a des jouets partout, c'est très coloré, c'est très vivant. Exactement, et c'est justement tout ce qu'on va enlever quand on travaille avec une personne autiste. Ça l'insécurise d'avoir tout ça ? En fait, ça va très certainement la déconcentrer. D'accord. Quand il y a trop de choses à regarder, il faut savoir que souvent les personnes porteuses du trouble de l'autisme vont être très intéressées plutôt par les objets. Par les couleurs, par le côté sensoriel, par voilà, si par exemple il y a un hochet avec quelque chose qui fait du bruit à l'intérieur, elles vont peut-être pouvoir aller le chercher et répéter parce que elles, ce qui les intéresse, c'est le bruit. Donc nous au cabinet, en fait, on enlève tout. Rien n'est disponible, mais par contre, tout est potentiellement accessible avec des petites tâches de travail à faire. Et c'est là qu'on va parler de renforçateurs, d'objets motivateurs pour la personne. Très bien. Est-ce que, à force de faire de la psychomote, il y a des personnes, des enfants autistes, qui en sortent presque ou carrément d'être stimulés au bon moment, de la bonne manière? Oui. Ça peut aider. Alors c'est c'est ce que montrent certaines études assez récentes. Alors il ne faut pas donner de faux espoirs non plus aux parents parce qu'en fonction de l'autisme diagnostiqué initialement, les probabilités d'en sortir en fait vont être quand même pour certains très minces, mais pour d'autres c'est vrai que quand on est à un spectre, la personne a un spectre vraiment à la limite du seuil, en ayant les bonnes manières de travailler, en diagnostiquant le plus précocement possible, la personne peut effectivement sortir du TSA. Voilà. Ça fait du bien à entendre. Mais j'avais lu un livre de Bruce Cyrulnik et il y avait un passage qui m'avait vraiment beaucoup plu, c'était le pointer du doigt. Ils avaient observé des enfants qui n'avaient pas acquis cette compétence de pointer du doigt, donc ça veut dire lier son corps à ce qu'on veut, ce qui est une sacrée compétence. Et que les enfants qui l'avaient fait une microseconde, c'était fait sous caméra, et ben ces enfants-là avaient été bien stimulés et tout, et étaient sortis du spectre autistique. Alors que les autres qui avaient même été stimulés n'avait pas cette capacité à en sortir, c'était on va dire un peu plus profond. Mais se pointer du doigt même une seconde réalisait la capacité de l'enfant à. Et pourtant il s'était diagnostiqué aussi autiste, le groupe qui avait pointé du doigt. Donc c'était vraiment des petites subtilités d'observation qui permettent aussi de poser un diagnostic et aussi de pouvoir orienter mieux les enfants. Alors ce dont tu parles, donc le pointage, c'est une compétence au niveau de la communication. En fait il y en a plein. Mais c'est une compétence très importante que nous on va travailler. Et c'est vrai que c'est vraiment la base de l'attention conjointe, c'est-à-dire qu'un enfant quand il va se développer,
progressivement, il va pouvoir voir un objet qui lui plaît, mais il n'est pas accessible. Et il va commencer, voilà, et il va pointer en regardant son parent. Et son parent, comme par miracle, va aussi diriger son regard vers l'objet. Et c'est ça, c'est cette sphère-là qu'on appelle l'attention conjointe qui montre en fait que la communication est féconde. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. L'enfant autiste, lui, il n'a pas cette capacité, enfin pas tous, mais de pouvoir montrer et de pouvoir expliquer sans parole ce qu'il a envie d'obtenir. Donc ça passe par la posture, le corporel. Et du coup, souvent, soit il va se débrouiller en escaladant pour aller chercher l'objet tout seul, ou alors complètement il va rien se passer et du coup hop, il va passer à autre chose. D'accord, très bien. Alors nous, ces compétences-là, quand même, je vais en parler parce que au niveau du travail, on travaille souvent en binôme et on va avec un partenaire de communication qui peut être l'enseignant, le parent, l'éducateur, enfin vraiment n'importe qui en fait, qui gravite autour de l'enfant. On va lui enseigner. C'est-à-dire que l'enfant va vouloir attraper quelque chose. Au moment où il va vouloir attraper, hop, on va lui pointer le doigt avec une guidance. D'accord. Hop, et on travaille le geste. On travaille le geste et la personne qui est en face va donner l'objet. D'accord, ok. Et au bout de plusieurs fois répétées, ça s'intègre ou il y a des personnes qui... Alors c'est pareil, ça dépend. Voilà. Il y a des enfants qui tout de suite vont comprendre, puisqu'en fait, le fait de pointer va du coup le faire qu'ils auront l'objet. Oui, ça crée des espaces dans le cerveau et ça devient une compétence après. Il y a une automatisation qui va se faire puisqu'en fait il va être un petit peu d'une certaine manière conditionné au fait de pointer et d'avoir un objet. Et plus on va répéter et plus les schémas en fait moteurs vont pouvoir prendre sens et certains enfants vont se mettre à pointer. Il n'y a plus de problème, ils vont se mettre à pointer, ils vont même pouvoir interpeller, c'est aussi une compétence qu'on va travailler. Et pour d'autres, ça va être plus compliqué. Voilà, on est tous très différents. Je te remercie beaucoup Sandrine pour cet éclairage. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis pourquoi pas proposer de la psychomotricité à votre enfant qui souffre d'autisme et puis à voir avec la MDPH bien entendu. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.